Merci Christophe. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et je tenais avant de commencer, avant de me présenter déjà, à vous remercier tous et toutes de votre présence, parce que vous vous déplacez, vous venez nous écouter, vous venez vous enrichir de ces nouvelles connaissances, donc bravo pour ça, parce que c'est un des premiers facteurs de nouveauté neuronale, c'est justement l'apprentissage, et ça ne s'arrête pas à l'école, et donc bravo pour je vous félicite en tout cas pour ce déplacement, mais continuez effectivement à apprendre. Je voudrais juste qu'on fasse une chose avant que je me présente aussi. Je voudrais que vous posiez ce que vous avez dans les mains, s'il vous plaît, et que vous vous leviez tous. On y va. Merci bien. Posez bien tout ce que vous avez dans les mains. Voilà, Christophe va passer pour fouiller tous les sacs. Et comme ça, on va pouvoir collecter concrètement des choses. Donc je pose le micro 2 secondes parce que je vais parler à voix haute. Je voudrais vous faire quelque chose. Vous allez faire, pour ceux qui arrivent, la même chose que moi. Vous allez tendre vos 2 bras comme ça. Vous allez croiser les mains et les rattraper. Et on voit ceux qui sont souples. Voilà, croisez bien les 2 mains. Et vous allez revenir comme ça. Voilà, très bien. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder vos mains et vous allez tenter de faire comme moi. Vous allez bouger un doigt après l'autre en commençant par les pouces. Un pouce après l'autre et vous remettez les doigts à leur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au bout. Et là, il y a un bug. Donc en fait, c'est le bordel. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous dyslexiques. Dyspraxiques, dysorthographiques. Voilà. Donc merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors cet exercice, il n'est pas fait pour vous montrer que vous avez un bug au niveau du cerveau. Il est fait simplement pour vous montrer que ce petit genre d'exercices tout simple sont des exercices à apprendre et à connaître pour permettre une chose très simple, c'est le rééquilibrage justement de l'attention au niveau du cerveau et des 2 zones qui sont la zone gauche et la zone droite. Ce petit exercice vous permet, et je vous invite à le faire régulièrement dans votre journée, et je vous invite à le faire pour vos enfants aussi. C'est très simple, vous faites ça, et vous amenez l'enfant à faire 1, 2, 3, 4 et à revenir. C'est-à-dire que plus il va le faire, plus il va développer l'attention, et plus il va rééquilibrer certaines parties de son cerveau dont je vais vous parler ce soir. Je m'appelle Alexandre Antonienko et je viens de l'univers des neurosciences, un univers qui est juste passionnant, qui me passionne depuis très longtemps, et j'en ai fait mon métier aujourd'hui, et j'ai un master en neurosciences motivationnelles. J'ai ensuite rejoint un institut qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées à Paris, et aujourd'hui je fais de la recherche dans différents instituts, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis coach professionnel, et que dans mon activité d'accompagnement de l'individu, eh bien, j'utilise cette matière, cette recherche, pour avoir de nouveaux outils, pour me permettre d'avoir des thérapies plus brèves aussi, et plus durables. Et puis j'ai aussi une activité qui accompagne les entreprises, et je donne des cours effectivement dans les facultés, et dans les facs de sport, dans les facs de commerce, justement pour ce domaine-là. Ce soir, j'ai vraiment une intention, j'ai à cœur de vous faire passer un message fort, d'accord ? Mon message, c'est que notre cerveau, la première chose qu'on apprend dans le fonctionnement du cerveau, c'est que notre cerveau, il est plastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de toute notre vie, ce cerveau se construit, se module, change, évolue tout le temps. L'ancien paradigme qui était qu'à 40 ans, on n'avait plus de neurones et qu'on commençait à dépérir, ce paradigme, il est terminé. Et nos enfants, aujourd'hui, leur cerveau est 4 fois plus plastique que le nôtre. Donc en fait, tout se joue dans l'enfance, et ce que vous faites ce soir, c'est très important. Non seulement peut-être pour vous qui êtes concernés, mais aussi pour le message que vous allez vous faire passer demain, en fait, pour les personnes qui, autour de vous, sont concernées. Et toute mon intention ce soir, c'est de vous donner la matière pour que tous les accompagnements qu'on a vus, et qu'on va voir peut-être encore avec Cédric, qui sont possibles, tous les accompagnements qui soient psychologiques, qui soient orthographiques ou autres, doivent se faire avec un terrain, écoutez-moi bien, un terrain neurologique spécifique. Sans quoi votre cerveau va fonctionner comme cette bouteille que j'ai mis devant vous, et je vais vous prouver tout à l'heure pourquoi, aujourd'hui, la plupart des enfants que l'on accompagne ne sont pas prêts neurologiquement à encaisser le changement. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut que je vous fasse comprendre ce soir. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on passe par plusieurs étapes, que vous compreniez le fonctionnement de ce cerveau. Le terrain est très important, comme en agriculture. Si tu veux semer de nouvelles graines, si tu veux avoir de nouveaux résultats pour tes enfants, prépare le terrain. Et ce soir, moi, je vous parle de ça, de la compréhension du cerveau et du terrain. C'est clair pour vous? Faites comme ça. Bravo. Notre monde, et on le sait depuis quelques temps, depuis quelques dizaines d'années, on se rend compte que notre monde aujourd'hui, qui concerne nos enfants, qui sont les acteurs de ce changement, aujourd'hui nos enfants sont les acteurs, et malheureusement ils en sont aussi les victimes, ce monde il est en train de changer. Et on est en train de vivre ce que nous en neurosciences on appelle une mutation. Elle n'est pas tant génétique, quoi qu'on l'a vu, puis on a parlé tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui génétiquement il y a des conséquences au niveau des 10 et des HPE, mais cette mutation elle est plutôt cérébrale et neurologique. Et c'est ces enfants qui sont des enfants nouveaux,
qui nous permettent de comprendre aujourd'hui, grâce à toutes les études, qu'effectivement, il y a en fait, non pas forcément des dysfonctions, et je veux que vous l'entendiez ce soir. Ce ne sont pas réellement des dysfonctions, c'est une cartographie, une structure cérébrale différente, qui engendre forcément des comportements associés différents. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? Tout est question de connexion et de cognition. D'accord? La base, elle est là. Ça, c'est une cognition. Ça, c'est une cognition. Ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau. Et en fait, aujourd'hui, cette mutation, elle est due à plusieurs choses. Elle est engendrée par plusieurs choses, dont je vais vous parler, et elle a des conséquences sur plusieurs choses, et notamment nos enfants. Okay? Et cette mutation, il faut vraiment en avoir conscience, parce qu'en fait, la vraie force du changement de ces enfants, c'est pas tant l'accompagnement qu'ils vont avoir, c'est le soutien de votre part en tant que responsable et tuteur de ce que vous allez vous porter comme terrain. Et c'est vous qui vraiment allez faire la différence en fait. Et c'est là où je veux en venir aussi, c'est que votre responsabilité, elle vient de trouver des réponses, donc forcément à travers des acteurs de ce changement, de ces enfants qui sont en souffrance aujourd'hui, clairement. On voit cette souffrance tous les jours dans nos cabinets, clairement. Des parents et des enfants les premiers. Mais vous êtes les tuteurs et c'est à vous de guider, de structurer votre comportement, vos attitudes pour que cet enfant-là, il ait un terrain neurologique hyper positif et hyper ouvert au changement. Ok pour ça? Vous me suivez toujours? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a cette mutation? Première chose, l'arrivée massive depuis, on va dire les années 2000, du digital. D'accord? Le digital a révolutionné la structure de notre cerveau. Si je prends l'écriture, il y a quelques milliers d'années, on sait aujourd'hui grâce aux études que l'écriture a révolutionné les structures du cerveau. On n'utilise plus les mêmes mémoires, on n'utilise plus les mêmes cartographies, les mêmes structures neuronales. Et votre cerveau, tu l'as très bien dit Christophe, il est fait de neurones, 100 milliards de neurones, de cellules gliales qui sont là pour nourrir, structurer, alimenter, guérir les neurones. Et ces structures gliales, elles sont aussi en cause par rapport à ces dérèglements 10 et HPE. Donc j'en parlerai à la fin parce que ça c'est vraiment le plus important. Donc le digital est arrivé. Et nos enfants sont arrivés dans un monde hyper connecté. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau, le cerveau des enfants qui arrivent là, il reçoit, écoutez-moi bien, tous les 2 ans, 7 fois plus d'informations tous les 2 ans. C'est-à-dire que nous sommes, nous, adultes, et nos enfants, bombardés d'informations. Depuis leur plus tendre enfance, leur cerveau vit un phénomène qu'on appelle l'infobésité. Et l'infobésité, c'est le premier stress pour le cerveau. Donc ça veut dire que la première conscience que vous devez avoir si vous voulez implémenter un changement, c'est de faire attention à ce qui est utile et ce qui est futile par rapport à leur développement. Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, tout ça, ça a une incidence. Alors oui, vous allez me dire, un enfant, un nouveau-né, il n'est pas encore concerné. On en a un ce soir, ça va être un beau témoin de ce discours. Mais un enfant aussi nouveau-né, il a, de par ses parents, beaucoup plus de réception d'informations. Je vous rappelle juste une chose, c'est qu'à l'époque, nos enfants étaient souvent portés contre nous. Aujourd'hui, on les ouvre beaucoup plus au monde, ils ont beaucoup plus d'informations. Et cette infobésité, cet afflux d'informations, elle va avoir 2 facteurs, 2 incidences fortes. Un, c'est la douance, c'est-à-dire la capacité justement d'adaptation facile en fonction du terrain. D'accord, j'en parlerai à la fin de ça. Qu'est-ce qui va faire que ce terrain va être plutôt favorable à l'adaptation? Eh bien, cet enfant, soit on va développer une douance, et là on parle de HPE, HPI, et donc des souffrances qui y sont associées, on en parlera aussi tout à l'heure, soit dyslexie, dysorthographique, mais ce n'est que, écoutez-moi bien, une structure neurologique spécifique. C'est-à-dire que votre cerveau, enfin le cerveau des enfants concernés, c'est structuré d'une certaine manière. C'est tout. Il n'y a pas, je veux que vous l'entendiez, de dysfonction mentale. Ce n'est que de la neurologie, ce n'est que des connexions spécifiques. Et ces connexions sont changeables à vie. Alors oui, effectivement, il y a tout un process pour ça, ça prend du temps, c'est clair. Mais le terrain est très très important. Donc c'est vraiment une structure spécifique. Et toutes les études le montrent, les IRMF montrent en fait que effectivement c'est des zones spécifiques. Alors ici vous avez par exemple la zone du langage, d'accord? Vous avez des zones temporales qui vont être d'autres zones, l'écoute, le phasique, tout ce qui va être le parler. Vous avez des zones ici du mouvement, d'accord? Les neurones moteurs. Donc tous ces, suivant la zone où c'est impacté, ça va avoir des incidences. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce cerveau, il va évoluer dans le temps. D'accord? D'un enfant qui arrive à la naissance, sa première fonction neurologique, c'est sa fonction reptilienne. Donc le cerveau de l'enfant est créé. D'accord? Toutes les zones sont créées. Mais les connexions commencent à se créer dans certaines parties. La première partie qui va se développer, c'est la partie reptilienne. C'est celle-là. Vous avez ici la colonne vertébrale et vous avez la première partie qui est la reptilienne. Sa fonction à lui, à ce cerveau-là, c'est d'assurer la survie de l'enfant.
J'ai faim, je pleure. C'est tout. Donc il assure l'homéostasie, la survie, l'équilibre, tout va bien. Le battement du cœur, la respiration, c'est lui qui gère. Il y a une deuxième fonction à cerveau par rapport à assurer la survie, c'est que son attention, elle est portée exclusivement sur ce qui est négatif autour de nous. Pour protéger ta survie, sa fonction, c'est jusqu'à la permanence, tout ce qui ne va pas et potentiellement peut être en danger. Vous me suivez? Bien. Ce cerveau, il finit jamais sa fonction. Jusqu'à notre mort, ce cerveau fonctionne pour assurer notre survie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que cet afflux d'informations, ce stress permanent que nos enfants et que nous recevons, nous, va faire que nous avons favorisé ce qu'on appelle des marques d'attention. Dans notre éducation, nos éducateurs, nos parents, nos élèves, et là je parle en tant qu'enfant, nos parents, nos éducateurs, nos professeurs ont cette fonction-là interne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends un exemple tout bête. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez le bulletin de notes de votre enfant? Quelle est la première chose que vous regardez? Sur laquelle vous portez votre attention? C'est neurologique, c'est une habitude neurologique. Je porte mon attention d'abord sur ce qui est négatif. Parce que c'est une habitude de fonctionnement pour vous préserver votre survie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que ce cerveau-là, c'est le cerveau des étiquettes. Et je veux ce soir que nous sortons tous ensemble, s'il vous plaît, des étiquettes. Parce qu'alors, des étiquettes, la neuroscience, elle en a donné un paquet, et on l'a vu ce soir. 10, 10, 10, 10, 10, HPE, on parle d'enfants zèbres, on parle d'enfants nouveaux, et en fait, votre enfant, on l'étiquette. On lui donne une étiquette, et cet enfant, cette étiquette, elle va le suivre toute sa vie. C'est important, et tu l'as dit à juste titre, que l'enfant comprenne ce qui se passe. Il faut faire attention à l'étiquette, à la marque d'attention que je vais donner. Parce que si cette marque d'attention, elle est mal appréhendée, elle est mal appréciée, et qu'elle est plutôt négative, eh bien le terrain, il va se construire là-dessus. Sur le regard plutôt reptilien de « merde, mon fils, pardon, excusez-moi les enfants, zut, mon fils, il a un problème, mon fils, il a un dérèglement, il a un dysfonctionnement ». Nous sommes en France un des seuls pays à parler de dysfonctionnement. Les autres, surtout les anglo-saxons, parlent de différence. Ok? Donc, retenez bien ce soir cette chose-là. Quotidiennement, toutes les études le montrent. Nos enfants aujourd'hui reçoivent en moyenne, tous les jours, 8 marques d'attention négative contre 2 seulement d'attention positive. C'est-à-dire que notre enfant qui a potentiellement une 10 ou un HPE parce qu'il a des mal à gérer ses émotions, tout ça là, et ben en fait on va étiqueter de manière négative et notre enfant reçoit des étiquettes négatives. D'accord? Et cet enfant qui va de 2 ans jusqu'à l'âge de 20 ans construire et essayer de changer sa dyslexie ou sa dyspraxie ou qu'importe sa dys, qui va essayer d'engendrer un changement, et bien de 2 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, il a reçu 22 000 heures de marques d'attention négative. Dites-moi comment un cerveau peut changer quand tous les jours vous recevez des marques d'attention négative. Impossible. Votre premier rôle pour assurer le changement, c'est de toujours valoriser, aussi difficile soit-il. Et je voudrais vous raconter une histoire personnelle. Je sors du champ de caméra, excuse-moi. Quand j'arrive sur Montpellier il y a de ça 4 ans, mon fils, à l'époque, il a 7 ans. Aucun problème pour l'instant. Tout se passe assez bien au niveau du scolaire. Okay, à part peut-être socialement parlant, je détecte un peu quelque chose. Et mon fils, il arrive ici, à Castries. Il passe d'une école de village, où il y avait, allez, 40 élèves. Allez, 50. Rivier, le petit village, pour ceux que ça intéresse. Et on arrive ici. Combien d'élèves à Marcel Pagnol? Voilà. Ok. Et lui, quand il arrive dans la cour le premier jour, moi je le vois. Je le vois et je me dis, oh, c'est chaud. On passe tous par ces moments-là, quand on le laisse. Vous savez, la première fois. Mais soit c'est toi qui as pris la décision de partir. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'adapte. Il commence à s'adapter. Sauf que lui, il a aussi un cerveau reptilien. Et au bout de quelques mois, il commence à avoir des problèmes et orthographiques et d'attention. Et donc on me dit... Et là, moi, le soir, je discute avec mon fils et je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, la cour, j'ai pas trop de copains, et nanani, et puis la maîtresse, et qu'est-ce qui se passe? C'est que son cerveau, il est braqué sur tout ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème aussi. C'est que nos enfants sont plus capables d'observer ce qui va. De prendre, en fait, la main, eux-mêmes, sur ce que je peux améliorer grâce à ça. Parce que, écoutez-moi bien, la 10 et les HPE, en fait, c'est un cadeau. Parce que c'est vraiment un changement qui est en train de se mettre en place. Et quand tu vois les choses comme ça, tu peux, toi, effectivement, avoir un discours différent pour ton fils. Et tu peux l'amener à faire ce que j'ai fait pour lui. C'est-à-dire que tous les soirs, arriver à table, et c'est un outil que je vous donne et je vous conseille vivement de le faire, pour tous les enfants. Même ceux qui ne sont pas concernés, vous le faites. Vous arrivez à table, et vous dites, voilà, avant de manger, on va faire une chose, un petit jeu. On va faire un tour de table, tout le monde va participer. Et vous allez me donner 3 choses que vous avez kiffé de votre journée. Le truc que vous avez le plus aimé. Et bien au début, on ne trouve pas. Je sais pas. Je sais pas.
Et puis après, qu'est-ce qui se passe pour mon fils? Il sort à l'école et il va chercher inconsciemment ce qui est positif pour lui. Et il enclenche un changement qui est différent. Le négatif, c'est facile. Donc faites attention au discours que vous entendez parce que c'est vous qui êtes les porteurs derrière pour votre enfant du discours que vous avez entendu. Donc l'idée, c'est que tous les soirs maintenant, qu'est-ce qui a été positif pour toi? Qu'est-ce que tu as apprécié? Et on rentre dans un schéma neurologique qui est différent, qui construit des choses différentes. Pour l'instant, c'est la première étape. Vous me suivez toujours? Bien. Parce qu'après, je vous mets encore en mouvement. C'est pas fini. Okay. Je vous ai pas dit, je fais de l'hypnose aussi. Peut-être qu'on fera de l'hypnose. Oui, mademoiselle. Ah d'accord. Je t'en vois pas. Tu reviens. Deuxième chose, on parle de ce cerveau reptilien. La deuxième chose, c'est qu'à l'âge de 2 ans, on va commencer effectivement l'apprentissage du langage, de tout l'apprentissage de l'enfant. Il va se construire, va se créer une connexion au niveau du limbique. Le limbique, c'est le cerveau des émotions, le cerveau de l'apprentissage. Et là, ça devient intéressant parce que cette infobésité, elle est à ce niveau-là. C'est que ce cerveau limbique, au cœur de ce cerveau limbique, on a ce qu'on appelle l'amygdale. Et l'amygdale, son rôle, c'est de traiter toutes les informations que notre cerveau reçoit par les 5 sens et d'en définir ce qui pourrait être potentiellement un stress. Et l'infobésité, l'afflux permanent d'informations, c'est un stress pour notre cerveau. Et l'amygdale va faire une chose très intéressante. Elle va protéger votre enfant. Et elle va faire qu'elle va utiliser des hormones spécifiques, des neurotransmetteurs spécifiques, qui vont couper, concrètement, la troisième partie la plus intelligente du cerveau de l'enfant et de notre cerveau, qui est, excusez-moi, je pose le micro, le cortex, qui lui par contre est indépendant. Ça fonctionne tout seul. Ok, c'est automatique. Celui-là, c'est le cerveau du changement. C'est dans ce cerveau-là qu'aujourd'hui on sait que les changements se réalisent. C'est grâce à ce cortex-là que votre enfant, grâce à des vrais accompagnements, à des personnes qualifiées, expertes, vont pouvoir impacter ce cerveau-là. C'est lui le programmateur. Le premier, c'est un préprogrammé. Tu touches pas, tu peux rien faire. Tu viens avec, c'est le constructeur qui t'a donné ça. Par contre, tu peux faire attention à ce que tu observes, à la façon dont tu regardes les choses et à la façon dont tu valorises les choses. Ça, tu peux. Le cerveau émotionnel, il est programmé. Par qui? Par tes éducateurs, par tes parents. Là aussi, tu peux changer les choses. L'hypnose permet de travailler ça. Okay, mais un enfant, qu'il soit 10 ou qu'il soit HPE, est un enfant qui, on le sait, émotionnellement a des problèmes pour gérer ses émotions. Qui va être quoi? Hypersensible parfois, hyper colérique d'autres fois. On a vu aussi avec l'enfant de la chaise bleue rouge. C'est un enfant qui émotionnellement va être touché, justement par ce rapport à l'amygdale, qui va essayer de protéger l'enfant. Et le digital en est aussi la cause. C'est que les smartphones, les tablettes, vont générer ce qu'on appelle un TGV cérébral. Vous allez changer, avec l'utilisation de ces produits-là, les connexions du cerveau de l'enfant. Et vous allez générer, alors quand je dis vous, c'est ok les enfants, c'est ok les tablettes. C'est juste être attentif au niveau d'utilisation, bien sûr. Mais sachez-le, ça crée ce qu'on appelle un TGV cérébral entre le pouce, le cortex moteur et le cortex visuel. Et ce TGV cérébral a une incidence, l'impulsivité. Plus de capacité à raisonner les choses, tout de suite dans l'émotion. Et si tu le sais, si tu es au courant de ça en tant que parent, tu vas pouvoir, toi, développer, en te faisant accompagner par des spécialistes, ton intelligence émotionnelle, indispensable aujourd'hui. Toutes les personnes qui ne développent pas leur intelligence émotionnelle et qui sont concernées par les enfants de 10, je pense que c'est même la première chose à faire. Parce que vous aurez la capacité à faire remonter l'enfant dans le cortex et le cerveau du changement. Très, très, très important. C'est dans ce cerveau-là que ça se passe. Excuse-moi, celui-là. D'accord? Je suis clair ou pas? Donc, savoir appréhender les émotions, gérer ses émotions, et ne pas montrer un miroir négatif et vous-même sous émotion, c'est ça qui génère le changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en viens justement à mon introduction. C'est que cette amygdale, elle a une deuxième fonction. Excusez-moi, la montre elle a bloqué. Voilà. Cette amygdale, elle a une deuxième fonction. Et c'est ça que je veux que vous compreniez réellement ce soir. C'est que si vous faites accompagner des enfants, soit vous, soit les enfants, en tout cas les enfants qui sont concernés par ce sujet ce soir, le culot de la bouteille ici représente le cerveau reptilien. D'accord? Sa fonction, c'est d'assurer la survie de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il protège le liquide et l'air. Le liquide, c'est le rapport à l'émotion. C'est tout ce que votre enfant va enregistrer, va apprendre, et c'est le rapport justement à la gestion des émotions et l'impulsivité. D'accord? C'est au niveau du liquide. Et ensuite vous avez l'air. L'air, c'est le cortex. C'est le rapport à l'air, c'est-à-dire au changement, à tout ce qui peut permettre à votre enfant justement d'évoluer par rapport à ses dysfonctionnements, entre guillemets.
Mais quand l'enfant reçoit du stress, trop d'informations, d'accord, et qu'il est, je le dis bien, sous stress, parce qu'aujourd'hui, un enfant de 9 ans, dans mon cabinet, il est déjà sous stress en fait. Sous stress scolaire, parce qu'il faut qu'il réussisse, parce qu'il ne faut pas gérer l'échec. Parce que tout ça, c'est du stress permanent. Parce qu'il faut être, comme on le dit, rentrer dans les cases. Parce qu'il faut être comme les autres. Parce que tu es différent. Parce que tu as une étiquette. Et qu'est-ce que ça génère? Du stress en permanence. Niveau de cortisol hyper élevé. Quand on fait des tests, c'est juste abominable de voir un enfant de 9 ans sous cortisol. Surtout que le dégât que ça fait. Et votre amygdale, eh ben, elle va faire un truc tout simple. Elle va envoyer un neurotransmetteur spécifique qui s'appelle la noradrénaline. La noradrénaline, sa fonction, c'est quoi? C'est d'assurer le fait qu'il n'y ait plus de réflexion possible, parce que là, il faut assurer la survie. Parce que le cerveau, il est en stress à ce moment-là. Et voilà un cerveau d'enfant de 8, 9, 10, 11, 12 ans, sous stress, sous infobésité, ou un enfant qui est mal compris émotionnellement. Comment vous voulez impacter un changement avec des accompagnateurs, avec des spécialistes, alors que le cerveau n'a plus aucune capacité d'être dans le cortex? Et ça, vous le voyez parce que c'est le plus important en fait. Et je voulais ce soir avoir un discours complètement en décalage. Ne pas vous parler des ne pas vous parler des dysfonctionnements, mais vous parler de vous. Et de vous parler de votre conscience à vous du phénomène. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire? De réellement être très au clair sur ce que je vous explique. Numéro 1, les marques d'attention. Valoriser toujours les choses. On va trouver des solutions. Qu'est-ce que ça te permet d'apprendre? Et dans le deuxième niveau, c'est le niveau de l'émotion. À votre avis, quel est le facteur? Je vous pose la question. Quel est le facteur numéro 1 qui favorise l'apprentissage? Vous avez 2 heures. Ouais, mais ça c'est amené, on l'a vu tout à l'heure en début de conférence, c'est amené par le jeu. Et plus vous allez implémenter du jeu, de la récompense, des félicitations, et plus le cerveau limbique va réduire son niveau de stress. Et c'est souvent ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que la récompense, c'est pas forcément la carotte, c'est la valorisation de l'enfant. Et pourquoi aujourd'hui on remarque qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles au niveau des 10? C'est vrai, la tendance, elle est beaucoup plus de garçons que de filles. Parce que la fille, elle a un caractère différent. Elle a plus de confiance en soi, intérieure. Elle a plus tendance à savoir quoi sacrifier. Et ça, c'est intuitif chez les enfants filles, chez les femmes en général. Alors que le garçon, lui, il est beaucoup plus dans la réaction. Et donc, il y a beaucoup plus d'enfants 10 garçons, parce que justement, ce qui se passe, c'est que cette amygdale, elle va couper, justement, grâce à la noradrénaline, elle va couper la confiance en soi. Et si votre enfant, il a une étiquette qui lui a été donnée par un spécialiste, et qu'en plus de ça, c'est plutôt une étiquette négative, et qu'en plus de ça, il n'est pas valorisé à l'école, pas par ses parents, parce que ses parents, ben, c'est juste impossible de changer les choses. Ok pour vous? Maintenant, je prends encore 5 minutes de mon temps, et après je te laisse la main, pour vous parler de ce qui est encore plus important. Tous les experts qui sont passés avant moi, que ce soit Mélanie, que ce soit Emmanuel, les gens qui sont compétents pour l'accompagnement, aussi bien dans le soutien scolaire, pour toi je vais nous l'expliquer, mais toutes les compétences aujourd'hui, et tout ce que je vous explique, vous le balayez du revers de la main si vous oubliez le plus important. À votre avis, ma voiture tourne au diesel. Si je lui mets de l'essence, qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce sens-là, à la limite, peut-être que ça tourne. Mais si elle fonctionne à l'essence, c'est que j'ai mis du diesel. Qu'est-ce qui va se passer? Ma voiture, je vais l'amener voir un psychologue, peut-être un orthographe, qu'importe, je vais amener ma voiture parce qu'elle a un problème. Et on va me dire, mais monsieur, vous êtes complètement... Parce que vous avez mis de l'essence ou du gazole. Et bien aujourd'hui, le problème il est là, c'est que la première étude que j'ai pu avoir à l'Institut des neurosciences, c'est l'étude sur le rapport entre le corps, la psychologie, les comportements, ce qu'on appelle la neuroscience comportementale. Le corps est le premier outil au changement et à la réussite d'un enfant et d'un adulte. Ça veut dire quoi? Et j'en finirai là-dessus, parce que c'est vraiment très important. Peut-être pas je finis un petit peu avec autre chose. Il y a un truc que je vais vous faire vivre. Mais soyez très conscients, réellement, si vous êtes concerné, parce que votre enfant mange. Parce qu'un cerveau, il a besoin de 4 neurotransmetteurs indispensables. Notez-les si vous voulez faire des recherches. Bon courage, parce que bonjour le nom des neurotransmetteurs. Pour ceux qui sont intéressés, je vous le donnerai tout à l'heure. Le premier neurotransmetteur, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la satiété, du calme. C'est ce neurotransmetteur qui permet aux enfants d'être justement dans une tempérance émotionnelle. Premier. Le deuxième, c'est le GABA. Le GABA, très intéressant, c'est celui qui va être le médiateur. Quand il y a une excitation électrique au niveau des systèmes neurologiques, le GABA, son rôle, c'est de dire hey, oh, on se calme, tout va bien, on rééquilibre tout ça. Okay. Et le GABA, ben, ça permet à l'enfant d'être plus centré, plus posé au niveau cérébral. Et puis il y a la dopamine. La dopamine, c'est intéressant pour tout ce qui va être plutôt
le rapport social, la motivation, aller à l'école le matin, tout ça c'est de la dopamine. Okay, et puis ensuite, le plus intéressant pour les 10, pour les TDAH, c'est l'acétylcholine. Et bien aujourd'hui, sachez-le, la plupart des enfants qui partent à l'école le matin n'ont pas ici les éléments indispensables pour aller permettre à votre cerveau de séquencer ces 4 neurotransmetteurs. Et après, on va vous dire, ben, votre enfant, il est TDAH. Votre enfant, il est hyper émotionnel, machin truc. Ben oui, mais peut-être que neurologiquement, en fait, il n'a pas les éléments. Et ça, c'est pas psychologique, hein. Ça, c'est biologique. Et il y a des tests qui existent. Il y a des études aussi qui sont faites là-dessus pour permettre de savoir, effectivement, quels sont les dérèglements neurologiques. Et qu'est-ce que vous pouvez adapter en termes d'alimentation pour votre enfant. Alors oui, je sais. Moi, le premier, mon fils, ce matin, il dit, j'ai pas faim. T'as pas faim, c'est pas grave. On va organiser la journée différemment, ou la matinée différemment, pour que le matin, quand tu partes, je veux que tu aies les éléments essentiels pour ta journée. Parce que le matin, sachez-le, le cerveau d'un enfant et le vôtre, il est de 0,44% plus volumineux s'il a les éléments nécessaires pour ça. D'accord? 0,44%, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est exactement la différence entre un cerveau normal et un cerveau Alzheimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas les éléments le matin, ben les 0,44%, je les ai pas. Et tous ces éléments qui sont des éléments chimiques, d'accord, sont hyper contrebalancés, c'est-à-dire mis de côté quand l'alimentation est trop sucrée aussi. Donc, juste petit message. Juste, je le passe, il est passé. L'alimentation, c'est pour moi, à mon sens, je vous le partage, 80% de la réussite du changement de l'enfant. Toutes les études le montrent. Si tu ne t'alimentes pas correctement, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas le carburant. Donc, pas de changement possible. Je suis clair? Bien. Dernière chose, vous allez poser ce que vous avez dans les mains, parce que je vais faire le lien avec ce que tu vas dire. Et je veux que vous le viviez pour comprendre à quel point c'est important. Donc, et après j'arrête, je te laisse la main. Donc vous allez faire une chose très simple. Vous allez enlever vos montres pour celles et ceux qui ont des montres. Remontez bien les manches et les bracelets. Et vous allez remarquer que vous avez 2 lignes de poignée là. Tadam! Oui. À quoi tu joues? Et vous allez être des horlogers suisses, vous allez aligner ces 2 lignes de poignée, comme je le fais là. Et vous allez, s'il vous plaît, pas faire les doigts crochus, hein, vous tendez bien les mains. Vous alignez ces 2 lignes de poignée. Et ce sera votre repère, vous allez les coller bien précisément, comme je fais là. Vous les collez bien. C'est votre repère, ça. Et naturellement, vous allez tendre les 2 mains. Et vous allez remarquer qu'il y a une main qui est plus courte que l'autre. Peut-être pas pour tout le monde, mais 90% des cas, vous avez une main plus courte que l'autre. Oui ou non? Oui. C'est votre main dyslexique. Elle est plus courte, elle est dyslexique. S'il y en a qui ont les mains de la même longueur, vous prenez n'importe laquelle, celle que vous voulez. Les autres, vous prenez la main la plus courte. Et vous allez la regarder, cette main. Et ensemble, on va l'accompagner pour qu'elle grandisse. Et tous ensemble, à voix haute, vous allez dire, comme moi, grandis, 5 fois. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On y va. On y va. Grandis, 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 grandis. Très bien. Vous reprenez vos 2 lignes de poignée que vous réalignez avec précision, sans doigt crochu, et vous retendez les 2 mains. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Alors, levez la main pour qui ça a marché, s'il vous plaît. Qu'on voit les vrais 10. Ok, parfait. Alors, pour ceux ou celles à qui ça n'a pas marché, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont toujours un état de contrôle un peu plus important. Le cortex est plus en contrôle que les autres. Tout va bien. Ça a marché pour toi? Ça veut dire quoi? Et je veux que vous reteniez aussi ça ce soir. C'est que je vous ai fait vivre ce qu'on appelle une croyance. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure. Votre niveau de croyance va conditionner l'expérience. C'est aussi simple que ça. Ce dont vous êtes convaincu, votre enfant va le vivre par un effet qu'on appelle l'effet placebo dont tu vas parler. Excuse-moi, l'effet Pygmalion, excuse-moi, c'était un autre truc. Mais l'effet placebo, c'est la même chose, d'accord? On sait aujourd'hui que les médecins, par exemple, il y a un effet énorme au niveau de la croyance du médecin par rapport aux médicaments qu'il va prescrire. Plus la croyance est haute, plus le niveau de guérison du patient est haut. Tout ça, c'est des études. Votre niveau de croyance, vous devez absolument faire attention à ça. À ce qu'on vous dit et ce que vous pensez vous croire. Parce que votre enfant, je peux vous promettre que ça dépend de vous, son épanouissement. Juste de vous. Si vous êtes convaincu que ça peut changer, ça changera. Si vous êtes convaincu qu'un psy, qu'un accompagnement ne peut rien faire, il ne pourra rien faire. C'est à vous de faire attention à votre système de croyance, ce dont vous êtes convaincu. Est-ce que je suis clair avec ça? Et vous expliquera pourquoi tout à l'heure.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Et je laisse la main. Ben, merci beaucoup Alexandre. On va avoir un peu de mal à passer après ça peut-être. On attend que le projecteur se remette en route. Je vais me présenter en attendant. Je vais être dans la lignée un petit peu de mes prédécesseurs, dans le sens où je vais être très positif, mais je vais vous responsabiliser. Surtout pas vous culpabiliser par contre. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas en prendre plein la tête. Je reprends mes petites notes. Parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'ai entendu avant. J'ai appris beaucoup de choses, même en étant dans le domaine de l'aide aux enfants. Alors pour me présenter, je suis Cédric Trossier, je suis dans le soutien scolaire depuis 17 à 18 ans maintenant, j'ai monté un organisme de soutien scolaire à domicile. Notre approche elle est assez différente du soutien classique, on ne va pas juste faire des maths, du français ou autre, on va avoir une approche globale où on va aller du coup travailler tous les facteurs qui peuvent aider les enfants, influencer leurs résultats, en bien ou en mal au final. Donc vous en faites partie les parents. Tout le climat familial, c'est ce dont on va parler ce soir. Favoriser l'apprentissage grâce au climat familial. Très bonne introduction du coup d'Alexandre. Nous, on va pouvoir aider les parents sur la confiance que vous pouvez apporter à vos enfants. Nous, on va travailler avec eux directement sur des méthodes scolaires, sur la compréhension d'une matière quelconque. Mais vraiment, le climat, on le sent depuis des années. Moi, je n'ai pas fait vraiment d'études sur de la psychologie, sur des neurosciences ou autres. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est plus le fruit de notre expérience. Quand je dis notre, c'est la mienne, mais avec tous les précepteurs avec qui je travaille. On a une grosse équipe et c'est le fait de partager toutes nos connaissances qui fait qu'on en arrive à progresser. Rien que ce soir, je pense que vous avez appris pas mal de choses, vous allez encore en apprendre un petit peu. Certaines choses vont peut-être vous paraître évidentes, d'autres non. Dans tous les cas, sachez qu'aucune méthode n'est toujours valable pour tout le monde à tous les moments. Donc sachez juste adapter votre réaction. Une chose est vraie, c'est que les troubles engendrent en général des problèmes scolaires. Ça engendre des problèmes familiaux. D'accord ? On rajoute à ça un autre trouble dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui s'appelle tout simplement l'adolescence. C'est un trouble assez important aussi. Quand on parle de mutation, l'adolescence est une période de mutation, donc ça engendre ce petit cercle vicieux où problème à l'école, problème à la maison, et ainsi de suite, ça tourne en rond. Donc l'idée c'est de sortir de ce cercle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant, comme Alexandre en a parlé, ou Mélanie et Emmanuel, sur le côté positif, sur le côté changement possible, et ça doit venir avant tout des parents. On parle des parents, on pourrait parler des autres éducateurs aussi, des professionnels, que ce soit les professeurs à l'éducation nationale, que ce soit les psychologues, les orthophonistes, etc., toutes les autres spécialités. Mais là aujourd'hui on s'adresse aux parents. Aujourd'hui, je vais vous parler, si ça veut bien fonctionner, non. Alors juste un instant, je vais regarder ce qui se passe. Mon assistante ne travaille pas. Elle avait un peu de l'attention. Oui, très attentionnée. Voilà. Bon, je la comprends, il est très tard. Bon, on en a jusqu'à 23h, j'espère que vous êtes en forme. Donc on va parler de la communication, comment communiquer en famille. Les mots que vous employez, le vocabulaire que vous avez, il est important. Alors ça ne marche toujours pas. Ah si, c'est très bien. Non, c'est moi qui ai fait marche. Ah bah vas-y, tu peux avancer s'il te plaît. Je te téléfile. Vas-y, encore. Parfait. Donc on va parler de la communication, on va parler de votre attitude positive, quelques petits indices. Alors je vais aller assez vite parce qu'il est déjà assez tard, je pense que vous avez peut-être aussi envie de rentrer chez vous. On sera là à la fin pour ceux qui peuvent, les conférenciers, rester un petit peu si vous voulez bien nous poser des questions. Je vais aller globalement assez vite pour ne pas vous ennuyer, et vous avez déjà eu plein d'informations, donc vous n'allez pas du tout retenir la totalité.
Vous avez quelques clés USB qui sont à disposition, prenez-les en partant, il y a toutes les informations dessus, et vous avez nos numéros pour avoir d'autres informations, n'hésitez pas. J'insiste là-dessus parce que c'est important de faire des formations. Je vous félicite d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est très bien en tant que parent de venir se former, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous former. Le métier de parent n'a pas de formation en soi, donc c'est un métier assez ingrat. Et quand on parle des troubles, ça rajoute encore plus de difficultés, et Alexandre avait une autre approche, il parle de mutation, de changement plutôt que de troubles, et c'est vrai que pour des histoires de prise en charge, les professionnels se sont assez battus pour que ça soit reconnu comme des handicaps. Le mot handicap est un petit peu vu péjorativement en général dans notre société, et je vais faire une petite dédicace à une maman qui est ici ce soir, et qui m'a donné une phrase qui est toute simple, qui est très vraie. Ce n'est pas les enfants qui sont handicapés, c'est la société qui est handicapante. Oui, c'est toi, Isabelle. Donc voilà, tout simplement, comme ça a été dit, c'est une manière de réfléchir différente, d'accord, qui n'est pas forcément adaptée à notre système scolaire, à notre société. Si vous réussissez à en parler, est-ce que tu peux passer s'il te plaît? Je vais me rapprocher de l'ordinateur qui pourra fonctionner pour ça. Il n'y est plus non plus. La carte Tu passes. je vais là-dessus. Non. En grand écran en bas à droite. Ouais. Merci. C'est bon? Ouais. Attends, je vais réessayer. Tu peux débrancher et rebrancher la petite clé USB. À droite ou derrière moi. Et rebranche. Comme ça, ce sera plus pratique. Donc la chose la plus importante, quand vous voulez communiquer avec vos enfants, c'est de réfléchir à être efficace. Ce que je vous demanderais, dès à présent et à l'avenir, plutôt que d'aller faire les devoirs avec vos enfants, entre les tâches ménagères, le boulot qui vous prend la tête et l'émission de télé que vous attendez, essayez de prendre juste 5 minutes de pause pour couper le moment où vous allez parler du scolaire avec votre enfant, pour être totalement disponible avec lui. C'est très important parce que les devoirs, ça se passe assez mal, je pense, en général, pour beaucoup. C'est tout à fait normal, tout le monde l'a déjà vécu. Qui dans cette salle a déjà crié sur son enfant? Levez la main. Soyez honnête. Voilà, levez plus haut, madame. Je pense que nous l'avons tous fait. On s'en veut très souvent en général, mais rappelez-vous, nous ne sommes que des humains. D'accord? Déculpabilisez-vous par rapport à ça. Sachez vous excuser. Est-ce que tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît? Merci. Alors, quand on parle de communication, il y a déjà écouter. Pour ça, je vous demandais de prendre 5 minutes de pause, écouter de la musique, faire du sport, même en 5 minutes, ça peut suffire. Soyez ouverts et écoutez les besoins de votre enfant, comme vous allez le voir. Alors, je parle des devoirs, mais ça peut être de n'importe quel autre moment de la vie. Écoutez ces besoins sans les juger et autant que nécessaire. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps des fois. Vous avez autre chose à faire, mais on va dire que les devoirs, c'est peut-être moins important que ses besoins en fait. D'accord? Rappelez-vous que toute la journée, on fait tous des efforts pour être souriant au travail, parce que c'est le travail, c'est important. Et puis quand on arrive le soir en famille, au final, c'est là où on lâche tout. D'accord? On lâche tout et c'est là où on va crier sur nos enfants. On ne fait plus du tout l'effort pour eux. Alors que c'est peut-être eux les personnes les plus importantes dans votre vie, plutôt que votre travail. Je pense. D'accord? Suivant. Alors, écoutez mais sans tout accepter. Malheureusement, les théories sur la bienveillance, Filiosa, la CNV, toutes ces choses-là, je vais en reparler rapidement ce soir aussi, peuvent avoir une mauvaise image, parce que ça fait un peu bisounours, on pense qu'il faut laisser tout faire à l'enfant, il faut tout accepter. Non, n'acceptez pas tout. Écouter ne veut pas dire accepter, d'accord? Il y a une différence entre bienveillance et permissivité, d'accord? C'est important de le comprendre. On ne le laisse pas ne pas aller à l'école ou ne pas faire ses devoirs. Il peut y avoir des bonnes raisons, et dans ce cas, on en parle avec lui. Suivant, s'il vous plaît.
Ensuite, vous pouvez vous exprimer, vous donner vos besoins. Alors non, ne faites pas comme sur la photo, que ce soit pour votre femme, comme sur la photo, ou vos enfants. Plus vous criez, plus vous parlez fort, moins on vous écoute. Si je me mets à crier dans le micro, vous allez vite partir. Voilà, comme ça j'ai réveillé ceux qui commençaient à dormir. C'est très important de le savoir. Plus vous parlez calmement, plus vous vous exprimez tranquillement. Ça peut paraître évident quand on le dit, mais vous allez voir, vos enfants vont vous écouter, mais alors beaucoup plus. Et comme ils imitent, si vous ne criez pas, ils ne vont pas crier non plus. Alors c'est pas magique, c'est pas miraculeux, c'est pas parce que demain vous allez arriver à la maison avec tout ce que vous avez appris ce soir que ça va changer, je suis désolé. Ça prend du temps, ça demande des efforts, d'accord ? C'est pour ça qu'on enregistre la conférence, on la remettra sur YouTube si vous voulez la revoir, vous aurez des petites traces écrites, reparlez-en entre vous dès ce soir, dès demain, pour ne pas oublier, parce que les formations, ce que je disais tout à l'heure, on apprend beaucoup de choses, mais 2 semaines après c'est fini, on a déjà repris notre naturel. J'insiste beaucoup là-dessus, reprenez demain, parlez-en entre vous, reposez-nous des questions si vous voulez, vous avez nos coordonnées, on est là pour ça, c'est notre métier, d'accord ? Vous voyez, je voulais renoter en bas, avant d'aller discuter avec vos enfants, faites le point, discutez-en du sujet avant avec votre conjoint ou votre conjointe, mais vraiment, fixez ce temps. S'il vous plaît, c'est vraiment important. Il y a une petite notion qui est évidente, c'est l'évidence justement, c'est quelque chose qui est important aussi. Si on disait les choses plutôt que de penser qu'elles sont évidentes, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et là, tout le monde est d'accord avec moi, je pense. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, levez la main. Et je pense que par contre, tous, autant que vous êtes, et je suis, y compris dans le lot, les évidences, elles sont cachées partout. Il y a eu une fois un petit extrait de film qui le traduisait très bien, c'était une femme qui disait à son mari « Mais tu me dis jamais que tu m'aimes ». Et en fait, le mari lui répond bah, « mais on s'est mariés il y a 20 ans, je te dis je t'aime, si ça avait changé, je t'aurais averti. » Est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui, cette semaine, ont dit des choses positives à leur enfant, ont verbalisé « je t'aime, j'ai confiance en toi ». Très bien, je vous félicite. Je vous invite à le faire et le refaire. On reprend ce qu'a pu dire avant Alexandre sur les marques d'attention positives. Il faut les exagérer, puisque les attentions négatives sont exagérées de notre côté. C'est notre société, notre culture française, on est assez négatif, on s'intéresse plus aux négatifs. Moi, quand je vois des parents, on va regarder un bulletin de notes, par exemple. Il va y avoir des 12, des 15, des 17, et puis au milieu, il y a un 2. Et devinez quelle est la seule note sur laquelle on va vouloir parler, c'est le 2. On va dire, mais pourquoi là ça va pas? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de contrebalancer ce naturel, et on va dire, tiens, là, t'as un 17. Pourquoi t'as 17? On peut s'appuyer, ça a été dit aussi par Mélanie, je crois, sur les talents, et on va s'appuyer sur ce qui fonctionne, plutôt que ce qui ne fonctionne pas. C'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on a un talent dans une matière et pas dans une autre, et d'essayer de trouver des solutions pour transvaser ce talent. D'accord? Donc voilà, les évidences. Comme vous avez une phrase qui va sortir du style votre enfant, il est, je sais pas moi, il est en train de faire des équations. Si on prend l'exemple des maths, c'est une des matières qu'on nous demande le plus parce que c'est quelque chose qui est mal vu, qui fait peur, et on croit que c'est difficile. Combien j'ai d'élèves et de parents qui me disent non, moi les maths, c'est jamais, c'est horrible, je ne comprends absolument rien et ça n'arrivera jamais. Et cette famille, parce qu'on croit que c'est génétique, sachez-le, c'est absolument faux. Il n'y a rien de génétique là-dedans, c'est surtout une vision de la société. On est conditionné depuis notre plus tendre enfance à croire que les maths c'est difficile. D'ailleurs, je combats dans mes amis ceux qui disent à leurs enfants, attention, si t'es pas sage, on va te faire des maths avec Cédric. Vous l'avez tous fait très certainement sur le ton de la rigolade. Moi le premier, il y a quelques temps, puis après je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête dès l'âge de 2, 3, 4 ans, c'est que les maths c'est une punition. Alexandre l'a dit tout à l'heure aussi, quel est le meilleur vecteur d'apprentissage? Le jeu. Donc si on fait tourner une matière en punition,
Ben, forcément, derrière, alors c'est gentil, ça fait du travail. Mais je préférerais vous l'éviter quand même. Et surtout éviter les soirées de souffrance et de disputes. Pourquoi je parlais de ça, c'est que je le vois assez souvent, malheureusement. Alors, encore une fois, hein, c'est pas votre métier, donc vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Vous vous énervez parce que votre fils essaye de faire une addition, une soustraction, une équation, peu importe quoi, et vous dites, mais c'est évident pourtant. Ben non, c'est pas évident. Ce qui est évident là, c'est que vous venez de traiter votre enfant d'idiot. Parce qu'il ne comprend pas, ou il n'arrive pas à faire quelque chose qui est évident. Donc vous imaginez la violence pour l'enfant d'entendre ça. Alors c'est pas conscient, il ne va pas le ressentir tout de suite comme ça. Mais on est en train de bloquer, on parlait des 3 cerveaux tout à l'heure, nous on y travaille beaucoup. C'est en train de bloquer au niveau du cerveau reptilien. Là, le cerveau reptilien, il commence à sentir un stress, il sent une agression, hop, il dit stop. Cet exemple du cerveau reptilien, on le voit beaucoup aussi sur les élèves qui sont stressés quand ils arrivent en contrôle. La veille le soir, ils ont révisé, à la maison, ça se passe bien. Ils arrivent en contrôle, hop, feuille blanche. Je ne sais pas s'il y a des parents qui reconnaissent leurs enfants, ou peut-être eux-mêmes dans leur scolarité. On a un gros trou noir, on ne sait absolument plus rien. Les connexions neuronales n'ont pas été grillées pendant la nuit, sauf accident. C'est juste que le cerveau reptilien bloque l'information, il ne gère plus, il ne veut plus que ça aille déranger le cortex, parce qu'il sent ça comme une agression. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parce que ça m'arrive aussi. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? En général, ces élèves-là, ils vont mettre un pied en dehors de la salle, quand le contrôle est fini, et là, tout d'un coup, il y a tout qui revient. Ah, mais mince, j'aurais dû mettre ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Il n'y a plus de raison de stresser, du coup, ça se rouvre, et il y a toutes les informations qui reviennent. Donc l'élève rate le contrôle alors qu'il a bossé, alors qu'il sait les choses, mais il va être jugé, malheureusement, négativement par notre société, par notre système scolaire. Il va être jugé négativement parce qu'au moment du contrôle, il n'avait pas l'information, il n'a pas su la restituer. Donc c'est très très important en famille d'en parler et de dédramatiser ces situations. Alors lui, il ne veut toujours pas marcher. Tu peux passer au suivant, s'il te plaît. Merci. Les troubles, les handicaps, tout ça, c'est des mots qu'on n'aime pas trop. Les psys, ça fait peur. C'est fait pour les fous. Alors heureusement, oui, Emmanuel, c'est fait pour les fous. Ça commence, ça fait des années que c'est en train d'évoluer, que les mentalités évoluent, on comprend que ce n'est absolument pas ça. D'accord? Ce n'est pas un tabou. Plus vous en parlez à la maison, plus ça devient un sujet léger. Et moins on y donne d'importance, plus votre enfant va vous en parler librement lui aussi. D'accord? Ça évite des enfants qui vont rester dans leur côté, qui vont s'enfermer, et vous ne pourrez pas, ou difficilement en tout cas, les aider si votre enfant ne vous parle pas. D'accord? Donc parlez-en naturellement, c'est rien, c'est un trouble. On appelle ça un trouble, encore une fois, c'est une manière différente de réfléchir. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va réfléchir ensemble. Il y avait une question tout à l'heure comme ça d'une maman qui nous a envoyé un texto, qui nous a dit, qui nous demandait comment élever, comment apprendre nos enfants à gérer ça. La communication. Moi, de mon expérience, depuis 18 ans que je suis des élèves et leurs familles, plus l'expérience des 80 professeurs dans mon équipe, ça fait quelques heures quand même d'expérience, vraiment la constante, le point commun de tous les problèmes qu'on arrive à résoudre, c'est la communication. Tout passe par là. J'écoute activement, bienveillant, et j'exprime mes propres besoins aussi. Est-ce que tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Encore. Alors, l'effet Pygmalion, on en a parlé tout à l'heure, enfin, il m'a introduit cet effet. Est-ce que quelqu'un dans la salle le connaît? Ne vous bousculez pas. Une personne, 2 personnes, ça vous parle? Alors, je vais vous expliquer une petite expérience qui a été faite dans les années 60. Alors oui, j'avais introduit par une citation de Marcel Pagnol qui était un peu visionnaire, parce que ça c'est beaucoup plus vieux que les années 60. Dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Vos croyances, celles des professeurs aussi, celles de tous les adultes entourant les enfants, influencent sa réussite scolaire, si on s'arrête à ça, mais l'épanouissement en général. L'effet Pygmalion, c'est l'effet de vos croyances. Alors là, vous pouvez voir ce petit cercle de toutes les croyances et des actions entre les uns et les autres. L'expérience de Rosenthal, pareil, je vous donne ces mots-clés, vous pouvez souvenir et vous en souvenir et aller étudier un peu plus en profondeur. C'est un chercheur qui a fait croire à des enseignants que leurs élèves, certains étaient
beaucoup plus intelligents que la moyenne, et d'autres beaucoup moins. À savoir que c'était totalement aléatoire, il n'y avait aucun test réel. Et quelques mois plus tard, ils ont fait un bilan réel, cette fois-ci, du niveau scolaire des enfants. Et bien, devinez quoi? Les élèves considérés par leurs professeurs comme étant plus intelligents avaient des meilleurs résultats que les autres. Tout simplement la croyance du professeur envers les élèves. D'accord? C'était le même professeur, le même enseignement, la même classe, mais les élèves, vus comme des bons élèves, étaient devenus meilleurs. Je vous laisse imaginer la puissance de cet effet à la maison. Dès que votre enfant naît, on lui met des choses entre les mains. Et on peut l'aider, ou malheureusement, cet effet-là a aussi son effet inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet golem. Je laisserai faire des recherches là-dessus aussi, il y a des explications pourquoi on donne ces noms-là. Mais c'est exactement l'effet inverse, tout simplement. C'est vos croyances négatives. On en voit, malheureusement, alors c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément visible, mais là, vous êtes anxieux, vous inquiétez pour votre enfant. On les sous-estime toujours, les enfants, on croit qu'ils n'entendent pas ce qu'on dit, ils croient qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Même à 3 ans ou même avant, l'enfant il comprend très bien, même sans parler. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit avant, prenez une pause avant d'aller parler avec eux. Faites le vide et allez leur parler en étant souriant, en étant positif. Je sais que c'est pas facile, d'accord? Ça vous demande des efforts constants, chaque jour, même si vous êtes fatigué, même si vous avez passé une journée pourrie au travail, il y a cette responsabilité qui est là, d'accord? Et faites-vous aider, hein. Vous êtes là aussi, il y a des professionnels autour de vous pour vous aider. Suivant, s'il te plaît. On va passer maintenant sur quelques outils, quelques petites astuces, encore très concrètes. Je passe rapidement dessus parce qu'on ne va pas pouvoir faire des cours sur ces informations, ça va être trop long. On va parler des cartes mentales, des intelligences multiples. Alors mes deux prédécesseurs m'ont mis la pression en me disant Cédric va en parler, Cédric va en parler. Alors je vais en parler au final aussi rapidement qu'elle, parce que ce serait trop long. Les cartes mentales et la communication non violente. Suivant, s'il te plaît. Alors les cartes mentales, peut-être que vous connaissez déjà, ça commence à être très répandu dans les écoles primaires déjà et à la maison. Est-ce que quelqu'un connaît dans la salle? Non. Quelques-uns. Bon, pas énorme, mais ceux qui connaissent, peut-être que vous avez des témoignages, n'hésitez pas si vous avez envie. L'idée, en fait, c'est d'utiliser les neurosciences. On a beaucoup d'apports, en fait, dans la pédagogie ces dernières années, grâce à la neuroscience. La neuroscience nous amène des outils, enfin, nous amène des connaissances, et nous, on les traduit en outils. D'accord? Alors, le mind mapping, ou la carte mentale, c'est une manière d'utiliser notre cerveau avec un peu plus de potentiel. Au lieu d'avoir, par exemple, une notion d'histoire géo de 20 pages, avec le titre du chapitre et toute la chronologie des parties, le grand A, le grand B, etc., qui n'ont pas forcément en fait, d'ordre chronologique, mais c'est écrit comme ça. Nous, dans notre société, on force notre cerveau à lire de haut en bas, de gauche à droite. Mais le cerveau ne fonctionne pas forcément comme ça. Quand vous voyez un paysage, quand vous regardez quelque chose, vous n'êtes pas en train de regarder en haut à gauche de l'écran et ainsi de suite. Le mind mapping, justement, calque ce fonctionnement-là. On va regarder en général un peu le global, on va regarder l'image centrale. Et là, du coup, j'ai récupéré cette carte-là qui explique à quoi sert le mind mapping. On y met des couleurs, on y met des mots-clés, on y met des dessins, on n'y met surtout pas de phrases. Et l'idée, ça va être de proposer à l'enfant de faire ça lui-même. Plus c'est personnalisé, plus il va se souvenir des choses. Donc là, on pourrait très bien, par exemple, si je reprends l'exemple de l'histoire géo, mettre le titre la Seconde Guerre mondiale, ensuite les parties autour, et des sous-parties ou des dates ou des mots-clés, des personnages historiques au fur et à mesure. Avec pas forcément des mots, encore une fois, ça peut être les couleurs, ça peut être les dessins. Je vous l'explique vraiment très succinctement. Ça demande quand même un accompagnement au début parce que ça peut vite partir, l'élève ne va pas forcément savoir quelles sont les choses importantes à mettre. Mais là, on est quand même en train de résumer 20 pages d'histoire géo en une seule page. Alors bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais ça permet déjà de donner une vue d'ensemble
de la leçon. Ça peut vraiment structurer et ça va utiliser beaucoup plus de zones du cerveau que la simple zone de la lecture. Parce qu'il y a la couleur, le dessin, la forme, ça part un peu dans tous les sens, donc ça peut être vraiment une grosse aide pour mémoriser. Alors attention, j'ai bien dit, ça peut, ce que j'ai dit au début, adaptez-vous, n'imposez pas une solution. C'est pas parce que si vous adhérez à cette solution que ça va fonctionner pour vos enfants. On parlait de méditation tout à l'heure, une personne de 45 ans qui se met à la méditation, c'est pas pareil qu'un enfant de 5, 10, 15 ans. Alors ça c'est pareil. Moi je le propose dans mes cours, je propose à l'élève, tiens, j'ai l'impression que ça pourrait t'aider, on va essayer. Je te demande juste d'essayer, c'est tout. Si ça marche et que tu adhères, très bien. Si tu veux pas, bah, on trouvera autre chose. D'accord ? Il faut vraiment avoir une mallette à outils en tant que parent pour pouvoir proposer plein de petits outils. Et ne calquez jamais votre propre comportement. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, une petite anecdote rapide, c'est la musique. Les parents qui imposent leurs enfants à travailler en silence, bah, probablement vous faites erreur. C'est pas parce que vous vouliez absolument travailler en silence que votre enfant est pareil. La musique peut aider à la concentration. Ça peut aider à couper du monde extérieur. Donc c'est vraiment important de laisser l'enfant essayer ses propres méthodes. Alors au bout de 1 mois, 2 mois, que vous voyez qu'il y a des résultats qui commencent à baisser ou des comportements qui ne vont pas, bien entendu, il faut cadrer les choses. Mais n'interdisez pas sous prétexte que pour vous ça a fonctionné ou ça ne fonctionnait pas. C'est très important. Les intelligences multiples, alors dans notre société, comme on parle de handicap et de troubles, d'HPI, des troubles TDAH, etc., c'est des enfants qui dérangent, c'est des enfants qui sont nuls à l'école, c'est des enfants qui sont bêtes. Bien entendu, ce ne sont pas les mots. Hein. C'est ce qu'on entend, c'est l'imaginaire collectif qui nous fait parler de ça. On reprend l'exemple du poisson qui grimpe à un arbre, qui du coup n'y arrive pas en général. Les tests de QI testent seulement 4 intelligences, 5 je crois maintenant. Alors tout ça, ce sont des sciences qui sont en mouvement, on est encore très loin de comprendre le cerveau, donc ce qu'on vous dit aujourd'hui sera peut-être faux dans 10 ans. Ou en tout cas pas totalement vrai. D'accord ? Soyez ouverts. Et le problème des tests de QI, c'est que ça va mesurer certaines intelligences qu'on connaît bien, que notre société utilise, mais au final, d'autres ont exploré d'autres théories, et Howard Gardner, dans les années 90, a parlé des intelligences multiples, où lui, il arrive, avec son équipe de chercheurs, à trouver 8 intelligences différentes. Ça peut vous permettre quoi de savoir ça? Vous pouvez faire des tests, vous allez sur Internet, il y a des tests qui sont gratuits, pour les adultes ou pour les enfants. Vous pouvez le faire avec votre enfant, ça peut être intéressant de le faire avec votre enfant, comme ça vous pouvez voir, bah, tiens, toi tu es plus fort là-dedans, des choses comme ça. Et ça va être intéressant de découvrir les talents de vos enfants. Alors c'est pas une émission de télé, la France a un incroyable talent, mais vous pouvez le tourner comme ça d'ailleurs, sous forme de jeu. On va découvrir tes talents. Parce qu'un enfant 10, très souvent, se trouve nul. Je suis nul dans ça, j'y arriverai jamais. Il s'installe dans cette croyance-là, donc là c'est sûr que ça va être très difficile d'y arriver s'il est persuadé d'être nul. Et c'est flagrant, hein, c'est assez puissant d'ailleurs comme idée, d'aller chercher les talents, parce qu'un enfant qui vous dit non, je crois que je suis nul en tout, on va aller chercher en dehors du domaine scolaire aussi si besoin, dans le sport, dans la musique, dans le dessin, dans la relation sociale avec les autres, et forcément au bout d'un moment vous allez trouver quelque chose. Alors vous êtes parent, vous connaissez votre enfant, donc vous allez peut-être y arriver encore plus facilement. L'idéal, c'est pas de lui dire ses talents, c'est de l'aider à trouver lui-même que lui, il trouve ses talents. Il faut que vous réussissiez, même si vous savez qu'il est bon en musique, il faut que vous réussissiez à lui questionner et à lui faire dire que lui, c'est lui qui va vous dire « je suis bon en musique ». Et de là, vous allez voir qu'il va commencer à croire en lui. Et vous allez voir qu'il va y avoir des progrès, si on revient sur le domaine scolaire, parce qu'en général, c'est ce qui nous intéresse, il va y avoir aussi des progrès au niveau scolaire. Et ça, je vous assure, je vous promets, essayez-le, vous allez voir, c'est vraiment souvent impressionnant. La communication non violente. Peut-être que vous connaissez aussi, c'est assez répandu. Encore une fois, ce n'est pas tout laisser passer aux enfants, ce n'est pas l'enfant qui fait une crise, qui casse tout dans un bureau, et que les parents lui disent « Oh, c'est pas bien de faire ça, mon petit ». Non, c'est pas ça. De temps en temps, il faut savoir poser des limites, il faut savoir agir, il faut savoir cadrer.
mais on peut le dire avec des mots positifs. Je vous laisse noter ces 3 lettres CNV, c'est pareil, vous tapez ça sur internet, vous aurez toute la théorie, vous avez des livres à lire là-dessus. La CNV, l'idée c'est quoi? C'est de savoir exprimer ses besoins. En gros, pour Rosenberg, toutes les violences, qu'elles soient physiques ou verbales, peu importe laquelle, elles naissent en fait d'une insatisfaction de mes propres besoins. Si moi je suis en colère envers mon enfant, c'est que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Peut-être que c'est mon enfant, il fait du bruit, alors qu'aujourd'hui j'ai envie d'être calme, d'être au calme parce que j'ai mal à la tête, parce que je suis fatigué. Donc c'est mon besoin qui va entraîner cette colère. Parce que le même enfant qui fait du bruit un jour où vous êtes de bonne humeur, où vous êtes en forme, vous allez le regarder, vous allez dire oh, bah, c'est cool, il est de bonne humeur. Donc l'enfant lui il n'a pas changé, il est toujours en train de jouer et de faire du bruit. Mais par contre vous allez soit le féliciter ou l'accompagner, soit vous allez le réprimander. Qui en fait a un problème? C'est le parent, c'est l'adulte, c'est pas l'enfant en ce moment. Alors, essayez de réfléchir de cette manière-là, et essayez d'exprimer vos besoins à vos enfants. Ce n'est pas facile encore une fois, ça demande à changer notre naturel, notre vocabulaire, il est important. J'en parle un peu après, je crois. Je vais juste vérifier. Ah bon, je n'ai pas trop suivi, c'est pas grave. Si on parle du vocabulaire, quand la communication non violente, j'ai un petit point que je donne très souvent aux parents qui est très important, et là on retrouve cette notion de jugement, de culpabilité. Est-ce que vous faites la différence entre l'erreur et la faute? Il y a une différence très importante, fine et très importante. Est-ce que quelqu'un a une réponse à nous apporter? Oui. Je vous ai mis un peu sur la piste avant. En effet, la grosse différence dans la sémantique, dans le sens profond du mot, la faute c'est quelque chose de volontaire. Je me trompe, mais volontairement. Je sais qu'il y a une règle, mais je l'enfreins. Si on part du domaine scolaire, si on va dans le domaine du sport, je fais une faute, je suis pénalisé, je suis sorti, j'ai un carton, etc. Faute professionnelle, ça sent pas bon. Là, on comprend qu'il y a un problème, on a mal agi. Par contre, une erreur, c'est quelque chose d'involontaire. Un élève qui va se tromper en écrivant, en calculant, 5 plus 5 égale 23. Mais de quoi on parle en fait à l'école? Quel mot on emploie quand je me trompe dans l'orthographe d'un mot? Si je vous dis erreur d'orthographe, ça vous fait mal à l'oreille. Hein? Vous n'avez jamais entendu probablement cette expression. Et pourtant, c'est celle qu'on devrait utiliser. Alors, je vous engage aussi à changer, à commencer par changer ce petit mot-là dans votre vocabulaire. Erreur d'orthographe, erreur d'inattention, erreur de calcul. On parle d'erreur, on ne parle pas de faute. Parce que l'enfant, il a fait une erreur. Et il va apprendre grâce à cette erreur. C'est encore une autre histoire, on pourra encore en parler pendant longtemps. Mais vraiment, juste, je voulais faire ce petit point-là. Parce que ce mot-là, il est violent aussi. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est pas miraculeux. C'est pas parce que vous allez le changer que l'enfant va de suite progresser. D'accord? Par contre, si vous changez ce mot-là, ça veut dire que vous êtes vous-même attentif à ce que vous dites, et ça va entraîner plein d'autres changements. D'accord? Cette illustration, elle explique un mot qui est peu connu, qui est peu compris en tout cas. C'est la différence entre la sympathie, la compassion et l'empathie. L'empathie, on en parle beaucoup justement dans la communication non violente, dans la bienveillance. L'empathie, ce n'est pas à confondre avec de la gentillesse, avec ce que je vous disais tout à l'heure, les bisounours, on va tout laisser faire, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, c'est pas ça. Ce petit dessin, il explique qu'en fait, l'empathie, c'est la solution la plus efficace pour résoudre un problème. Vous avez ce petit bonhomme qui est tombé dans un trou. La sympathie, ouais, c'est cool, j'arrive, moi aussi. Bon, bah c'est bien, mais on est tous les deux dans les problèmes, on va dire, pour rester poli. La compassion, bon, bah c'est génial, vous encouragez, mais vous agissez pas non plus, par contre. Et l'empathie, c'est avec le mélange des deux. Vous agissez et vous encouragez. Mais là, vous lui lancez une corde pour qu'il sorte du trou. Avec vos enfants, c'est un peu la même chose. C'est essayer de comprendre, et c'est ce que vous faites ce soir dans ce genre d'événement, c'est d'essayer de comprendre les problèmes que rencontrent vos enfants et d'agir en conséquence. Et encore une fois, ça demande du temps et d'énergie pour vous. Et justement, c'est la fin, ne vous inquiétez pas. Et je voulais finir là-dessus, parce qu'on vous en met plein la tête ce soir, on vous dit c'est vous les responsables, les responsables. Encore une fois, j'insiste, vous n'êtes pas coupable, vous êtes responsable. C'est deux choses différentes. D'accord? C'est très important. Et du coup, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes fatigué, si vous avez faim, si vous avez envie de faire autre chose, si vous n'allez pas bien dans votre tête, vous allez avoir beaucoup de mal à aider votre enfant. D'accord? C'est très important
c'est marqué là, vous êtes important, prenez soin de vous, reposez-vous, documentez-vous, faites-vous plaisir. Oubliez des fois un peu les problèmes scolaires. Hein. Rappelez-vous que des fois, quand je vois des parents, ils me décrivent un peu le tableau, j'ai l'impression que leur enfant, c'est Hitler. Parce que tout va mal, et il va brûler tout le monde. Ben non, en fait, il y a des problèmes scolaires, ok, mais le scolaire n'est qu'une petite partie de la vie. Si à côté de ça, il a des amis, il est content, il est heureux, il va faire autre chose, c'est très bien. D'accord? Il n'y a pas que le scolaire. Sachez prendre du recul. Il faut vraiment, et c'est pas facile de le faire encore une fois. Nous de l'extérieur, moi c'est mon métier, déjà, et c'est pas mes enfants. Donc je vais voir les côtés positifs. On en a parlé tout à l'heure concernant l'amygdale. L'amygdale, je crois que c'est ça, hein, on va rechercher, va se concentrer sur principalement les marques négatives, malheureusement. Je crois que j'ai dit une bêtise, mais c'est à peu près ça. Tu me corrigeras après. Et par contre, si on va parler, le fameux exercice qu'il vous a donné tout à l'heure, de parler de positif, le soir en famille, au début on ne va pas trouver parce qu'on n'a pas l'habitude de s'intéresser au positif. Le lendemain et les jours à venir, ils vont aller chercher du positif. D'accord? Je vous rappelle ce petit exercice. Donc prendre du recul, ça veut dire aussi être objectif et dire ok, la situation c'est ça, il y a plein de choses négatives, c'est ce que vous voyez en premier lieu. Intéressez-vous, vous aussi, aux choses positives chez votre enfant. Je suis certain que vous allez en trouver. D'accord? Juste pour la fin. Un dernier petite information qui est assez connue dans notre métier, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous donne encore une fois ce mot qui est là pour ceux qui veulent aller faire des recherches supplémentaires, c'est la pyramide de Maslow. C'est la pyramide des besoins, qui explique, alors elle est valable autant pour vous que pour vos enfants. On parlait tout à l'heure des précurseurs, des neurotransmetteurs, l'enfant qui va le ventre vide à l'école, s'il n'a pas de carburant, il ne peut pas apprendre, comme la voiture qui ne peut pas rouler. Maslow, qu'est-ce qu'il a étudié? C'est que tant que l'étage inférieur n'est pas satisfait, on ne peut pas accéder aux besoins supérieurs. Donc le premier besoin, c'est les besoins physiologiques, dormir, manger, boire. Donc un enfant qui va avec le ventre vide à l'école, il va avoir du mal à se concentrer, il va avoir du mal à apprendre. Besoin de sécurité, on retrouve le cerveau reptilien, qui a besoin de sécurité pour s'ouvrir et laisser passer l'information et laisser fonctionner le cerveau correctement. Donc sachez instaurer un climat de sécurité à la maison, de bienveillance. Besoin d'appartenance, besoin d'estime et les besoins d'accomplissement, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est compréhensible aussi. Quand on parle des besoins d'appartenance et de l'estime, surtout, sachez encore une fois verbaliser à vos enfants que vous leur faites confiance, même si ce n'est pas toujours vrai. On peut faire confiance dans certains domaines et pas dans d'autres, d'accord? Ne généralisez pas, et peut-être que oui, s'il va faire certaines petites bêtises, dans d'autres domaines, vous lui faites confiance quand même. Essayez vraiment de mesurer vos mots, faites attention à votre vocabulaire, et prenez soin de vous, parce que vos enfants ont besoin de vous, et il ne faut surtout pas lâcher. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Sauf si vous voulez, je peux encore parler pendant quelques heures. Non? Alors, j'ai pas... J'aimerais qu'on fasse un gros big up aux 4 conférenciers, je pense que c'était génial. On va leur poser des questions, je vais un quart d'heure et puis on dira, c'est gentil. Merci. Moi, petite conclusion, je dirais que cultivons la différence, mais non l'indifférence, et que la différence, c'est vraiment une richesse, c'est une force. Donc merci. Merci à vous. Madame Freinet qui est venue tout à l'heure, alors Freinet comme moi mais sans S, hein, c'est pas la même famille, je lui fais de la pub parce que demain elle fait une conférence sur la bienveillance. La communication bienveillante. Demain matin, donc si vous êtes intéressé, demain matin vous pouvez remettre ça. Voilà. Faut-il s'y inscrire? Parce qu'il y a aussi une conférence sur la neuronutrition, j'ai une question là-dessus, alors si vous êtes intéressé pour avoir des réponses. Oui. Ça se passe sur mon site internet, www.alexandreantonienko.com. Vous avez toutes les dates de conférences. Il y a Montpellier, c'est au mois de mars ou avril.
Il y a une conférence spécifique sur les neurotransmetteurs et quels aliments permettent de synthétiser ces neurotransmetteurs-là pour vous, pour vos enfants. Et d'autres conférences, je vous laisse découvrir. Merci à tous en tout cas, et puis merci à toi aussi Christophe. Merci à vous et à Olive pour l'organisation, parce que franchement, c'était juste super. Et c'est la première fois que je vois ce genre de conférence avec autant d'acteurs, d'experts, et c'est essentiel aujourd'hui pour le virage qu'on est en train de prendre. Merci à tous. Je vous remercie. Je fais très court parce que je pense que je suis moi-même fatiguée. Donc, vous avez à dire merci. J'ai été heureuse, même moi en tant que professionnelle, de rencontrer Dominique Amélie, je remercie un petit peu, de découvrir aussi Alexandre, parce que j'insistais en off, ça se fait pas de parler pendant que je parle, mais je le fais quand même. Et je remercie parce qu'on n'insiste jamais assez sur l'importance de la nutrition. Et du coup, ta conférence, je vais la relayer. Mais c'est hyper important parce que je vous ai blablaté beaucoup de trucs sur les psy, la psychologie, etc. C'est important, c'est vrai, mais la nutrition, c'est la base. Et c'est la chose qu'on a le plus de mal à changer. Il faut le psy. C'était une blague nulle. Mais c'est vraiment important et c'est dur de changer son alimentation parce que ça vient des racines. Comme on a injecté nous-mêmes notre nourriture, comme on a été élevé, moi c'était le Nutella et le cassoulet. Et c'est pas évident parce que William Sorin, il avait un petit goût sympa. Et quand on va pas bien, le pot Nutella, on regarde et on sait que c'est pas bon. Et c'est pas facile de changer. C'est bien. Et pourtant c'est essentiel parce que c'est là que se passe beaucoup de choses. Donc vraiment, merci pour cette intervention, c'est précieux quand même. Donc, du coup, j'ai déjà conclu juste avant, donc je ne vais pas en redire encore. Je vous donne juste le nom de mon organisme, enfin de notre organisme, qui s'appelle Réussite. Certains connaissent déjà. Donc voilà, si vous avez des conseils, si vous avez des besoins pour vos enfants, mais ne serait-ce que des conseils déjà, on est là aussi pour ça. Et sur quel secteur vous intervenez? Dans tous les rôles de garde. Donc on va à domicile, donc on a Aurélie qui est derrière les manettes, qui elle s'occupe, à Calvisson, elle s'occupe de tout ce qui est garde. Et il y a moi, il y a d'autres aussi personnes qui s'occupent de l'héros. Il faut présenter que je parle apparemment. Non, c'était chouette, du coup moi je me suis rajoutée et on est passé pour Françoise évidemment, qui n'a pas pu être là. On reste disponible évidemment par mail, SMS, et je vous avais tout mis, je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, il y a aussi des clés USB qui vous attendent sur la table avec tous les documents et toutes les dias, il y aura tout sur le site. Pour ma part, je voulais juste revenir sur une petite chose qui a été dite par Emmanuel tout à l'heure. Effectivement, la plupart des généralistes ou des pédiatres ou autres ne font pas la coordination des soins comme on aimerait, ils ne font pas le retour des bilans comme on aimerait. Heureusement, il y a certains professionnels qui le font, donc nous en tant que libéraux, donc je sais qu'Emmanuel le fait, moi je le fais. Et il y a pas mal de médecins qui changent aussi, donc dans les plus jeunes évidemment souvent, parce qu'évidemment la nouveauté vient de là. Donc il faut savoir aussi vous, quand ça va pas, le dire, quand vous voulez des infos, le dire aussi. Et c'est pour ça que j'ai insisté, même si je sais que ça se fait pas. Quand vous avez les bilans avec une ortho ou n'importe quoi, retournez voir le médecin quand même en disant voilà, il est là le bilan, qu'est-ce que j'en fais? Même si vous savez ce qu'il va falloir en faire. Parce que si ça vient de vous aussi, alors on est désolé, on vous surcharge le travail ce soir, mais on est en train de faire en sorte que ça bouge de l'autre côté. Moi je fais plein de programmes avec les médecins pour les former, pour qu'ils fassent des pseudo-bilans, pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils veulent me les orienter, pour pas que je fasse moi du coup beaucoup de travail qui n'est pas orthophonique. Et ça bouge pour la plupart, mais ils ont besoin aussi de vous, parce qu'en général ça passe de l'instit à l'ortho, et le médecin est juste là pour prescrire. Et il est dépossédé de son travail, et du coup tant pis, je suis comme ça. Donc à vous aussi de leur envoyer tout ça, leur dire vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Bon ou pas bon, mais en tout cas de les investir un petit peu. Et de votre côté, prenez soin de vous, bien sûr, parce que c'est l'essentiel. Et croyez en eux, parce qu'ils sont formidables et vous allez vous éclater, vous allez voir après la vie qu'ils vont avoir. Même si la scolarité, par certains moments, c'est pénible. Mais ils vont faire des choses fantastiques. Il faut juste croire en eux. Allez, à bientôt.